Il faut d'abord comprendre un petit peu le personnage Schweitzer, parce que cette rupture entre l'homme et l'animal, cette frontière, n'est pas la seule qu'il a essayé de faire exploser. En tant que musicien, déjà, il a eu cette double influence des organistes allemands, des organistes français, et sa musique est déjà quelque chose qu'à l'époque on n'avait pas très bien compris, une espèce de mélange entre ces deux cultures françaises et allemandes. Il s'est toujours amusé comme ça, à faire des liens, à faire des ponts, là où on avait l'habitude de mettre des murs et des séparations. Après, dans ces doubles études de théologie et de philosophie, ce qui n'était pas très bien perçu à l'époque. Le théologien Albert Schweitzer apportait un peu de mysticisme dans la philosophie et le philosophe apportait des questions rationnelles à la religion. Donc des deux côtés aussi, c'était quelqu'un d'un petit peu étrange. Même en tant que théologien libéral, c'est un théologien libéral, donc c'était particulièrement la mode à son époque de se poser la question, mais qui était Jésus en tant qu'homme? Et Schweitzer considère que la théologie libérale, bien que lui-même théologien libéral, a échoué sur cette question, puisque Jésus reste fondamentalement une énigme, tout comme la vie. Ça reste une énigme, et encore une fois, il y a ce côté un peu mystique qui revient, alors même qu'il est considéré comme théologien libéral. Il y a toute cette histoire, évidemment, entre la France et l'Allemagne. Il a voulu construire un hôpital en tant qu'Allemand dans une colonie française, parce qu'il voulait, dès le départ, que ce soit une œuvre binationale, dans un contexte où, justement, les conflits commençaient à devenir pesants entre la France et l'Allemagne, mais lui voulait donner un exemple aussi et être un peu au-dessus de la mêlée pour montrer que ces conflits ne sont pas du tout nécessaires. Et il a appelé sa fille Réna, qui vient du Rhin, qui est évidemment un symbole franco-allemand, alors même que Réna a été conçue dans le camp d'internement dans lequel il a été interné en tant qu'Allemand en France. Sa femme, après pour des questions de religion, sa femme, lui, est protestant, peut-être que certains ne le savent pas, il a une femme d'origine juive. Dans son hôpital, il faisait aussi des mariages entre catholiques et protestants, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque. Au Gabon, il y avait une minorité musulmane dont les membres n'avaient pas le droit d'avoir une sépulture. Donc Schweitzer a mis à disposition un bout du terrain de son hôpital pour que les musulmans puissent avoir une sépulture. Il a aussi écrit un livre sur les grands penseurs de l'Inde. C'est un des premiers aussi dans le monde occidental à s'être intéressé à ces religions orientales, dont il s'est d'ailleurs inspiré. Après, il y a évidemment Albert Schweitzer, l'anticolonialiste, encore une tentative de créer un lien là où les autres mettent une frontière, et il s'est battu évidemment toute sa vie pour que l'on reconnaisse que l'humanité est une. Il a aussi, alors je le tenais à vous signaler, puisqu'il y a un inédit de Schweitzer qui est sorti il y a quelques semaines, ça existe encore, donc c'est inédit en français, un texte de Schweitzer qui s'intitule « Psychopathologie du nationalisme », où il analyse tout ce processus des États-nations, comment on arrive à considérer la nation comme l'idéal des idéaux et à mépriser l'intérêt des autres nations par rapport à la sienne. Après, en tant que médecin aussi, c'était un médecin qui a fait ses études à Strasbourg. Il arrive au Gabon, où on a évidemment une toute autre façon de considérer le soin de la personne. Là aussi, il a dû trouver un compromis entre deux choses qui sont très différentes. Lui, ayant une médecine qui, à l'époque, était plutôt très mécanique, très technologique, très confiante dans le progrès technique, il s'est retrouvé face à des personnes
qui ont l'habitude, pour se soigner, de plutôt se rendre en forêt, d'invoquer les esprits, et justement de rechercher l'harmonie avec les esprits, les plantes, les animaux, pour retrouver l'équilibre. Donc deux visions extrêmement différentes, et il a su s'adapter aussi en créant un village où, bien qu'il apportait sa médecine occidentale, il permettait aux gens de venir s'installer avec leur famille, avec leurs animaux, pour que ces personnes puissent continuer à vivre selon leurs coutumes et leurs croyances. Et aussi, il considérait, il n'a pas soigné le corps, mais il n'a pas soigné que le corps, il n'a pas soigné la maladie, mais la personne. La personne ne s'arrêtant pas à ses frontières physiques, la personne étant aussi toute une histoire, une psychologie, des croyances. Une personne, ça s'étend à tout son environnement psychosocial et bactériologique. Il a aussi dit à la fin que c'était une hérésie de vouloir administrer à tout prix des antibiotiques. Mais on lui a reproché à l'époque de ne pas accepter le progrès technique, le progrès de la science. Alors enfin, on arrive à cette frontière entre l'homme et l'animal. Bien sûr, là, vous avez compris que, vu le personnage, c'était aussi important pour lui de montrer que l'homme doit vivre en harmonie avec l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux. Et il a milité toute sa vie pour faire tomber cette frontière qu'il estimait artificielle entre les êtres vivants. De façon très concrète déjà, et c'est pour ça que je parlerai aussi un peu d'éthologie, puisqu'il y avait des milliers d'animaux qui étaient présents dans son hôpital et qui couraient autour de lui toute la journée, et qu'il les a beaucoup observés et qu'il a écrit des choses sur ce qu'il observait. C'est malheureusement très peu traduit en français aussi. Alors, juste deux rapides citations de Schweitzer, dans lesquelles sa pensée est synthétisée, et où on comprend aussi la forme de radicalité de l'éthique qu'il veut transmettre. Alors, tout d'abord, un discours de 1964. Ça, c'est quelques mois avant, un an avant son décès, donc à 89 ans. J'appelle l'humanité à l'éthique du respect de la vie. Cette éthique ne fait pas de différence entre une vie ayant plus de valeur et une vie ayant moins de valeur, entre une vie supérieure et une vie inférieure. Elle refuse une telle distinction, car accepter ces différences de valeur entre les êtres vivants revient au fond à les juger selon la ressemblance plus ou moins grande de leur sensibilité à la nôtre. Mais cela est un critère tout à fait subjectif. Qui donc sait parmi nous quelle signification a l'autre être vivant pour lui-même et pour le tout? La conséquence de cette distinction est alors l'idée qu'il existe des vies sans valeur, dont la destruction ou la détérioration serait permise. Selon les circonstances, on entendra par vie sans valeur tantôt des insectes, tantôt des peuples primitifs. Ce n'est pas une idée qu'il a eue à la fin de sa vie. Cette éthique du respect de la vie, il la formule en 1915. Et en 1923, déjà, dans une lettre à Oskar Krauss, ce qui montre sur plus de 50 ans la fidélité à son éthique et son acharnement à la défendre, il lui écrit « Oui, cher ami, et vous pouvez tous m'étrangler si vous voulez, mais jamais je ne reconnaîtrai des différences de valeur objectives entre les êtres vivants. Chaque vie est sacrée. Sacré signifie qu'il n'y a plus rien au-dessus qui serait supérieur, comme on ne saurait ajouter aucune autre vitesse à la vitesse de la lumière. Les différences de valeur ne sont donc que subjectives. Nous les établissons à partir de certaines nécessités pratiques,
mais en dehors de celle-ci, elles n'ont aucun sens. La proposition selon laquelle toute vie est sacrée ne peut être dépassée. Sur ce plan, je suis et je resterai toujours un hérétique. C'est là une question de principe, une de ces questions qui descendent jusqu'au fondement de notre conception du monde. Je te plains vraiment d'avoir pour ami un gaillard tel que moi. Donc, là, on se dit qu'il a une éthique quand même qui est un absolu. C'est ce qu'il veut défendre. C'est presque utopique, cette interdiction, quasi-interdiction, oui, de tuer ou de considérer qu'il y a des êtres vivants moins dignes de rester en vie que d'autres. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Sébastien, il parlait de cette nécessité. Je pense que c'est précisément le concept qui est un peu la clé de voûte quand on s'interroge sur comment se comporter vis-à-vis des autres animaux. Quand on dit qu'il ne faut pas tuer sans nécessité, bon, on est quasiment tous d'accord. Après, qui détermine ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas, dans quel cas ? C'est évidemment là que ça se complique. Et c'est sur ce point aussi qu'on peut interroger Schweitzer dans sa radicalité. Alors Schweitzer a justement un point de vue très intéressant sur ce concept de nécessité qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres systèmes d'éthique. Lui, en fait, va opposer éthique et nécessité. Je vous lis d'abord un petit passage que j'explique après parce qu'il n'est peut-être pas forcément évident à comprendre. L'éthique du respect de la vie ne connaît aucune éthique relative comme valable. Pour elle, n'est considéré comme un bien que le maintien et le développement de la vie. Toute destruction de vie ou tout préjudice porté à la vie, sous quelque prétexte que ce soit, est au contraire un mal. Elle n'offre pas, tout prêt à l'emploi, des stocks de compromis entre l'éthique et la nécessité. L'éthique absolue du respect de la vie ne cesse d'entrer en conflit avec la réalité chez l'homme, par des affrontements toujours nouveaux et toujours originaux. Elle n'élude pas les conflits qui le troublent, mais elle le force, dans chaque cas particulier, à décider lui-même dans quelle mesure il peut rester fidèle à l'éthique et dans quelle mesure il doit se soumettre à la nécessité de détruire ou d'endommager la vie et, de ce fait, endosser la responsabilité de sa culpabilité. Ce n'est pas en recevant des instructions sur les compromis entre ce qui est éthique et ce qui est nécessaire que l'homme fait des progrès en éthique, mais uniquement en prêtant une attention renforcée à la voie de l'éthique, en se laissant envahir toujours davantage par le désir de maintenir et de promouvoir la vie, et en devenant de plus en plus réfractaire à la nécessité de détruire et d'endommager la vie. Alors ce qui est intéressant justement, c'est cette opposition entre éthique et nécessité. Soit on a un comportement éthique, soit on a un comportement qui est soumis à la nécessité. On pourrait croire qu'à partir du moment où l'on tue par nécessité, on reste dans les cadres de l'éthique. Ce qui n'est pas vrai chez Schweitzer. Donc, l'éthique n'admet en aucun cas que l'on tue par nécessité, même par nécessité. Et l'homme éthique ne peut pas l'admettre non plus. Donc, il ne peut que s'y soumettre à contre-cœur. Et là, à contre-cœur, en fait, ça exprime une attitude et pas une vérité scientifique, pas quelque chose de palpable. C'est une attitude, mais qui est profondément individuelle, et ça, c'est important chez Schweitzer aussi. C'est cette attitude qui va pousser l'homme éthique à faire le choix de sacrifier une vie en toute conscience, donc sentant la responsabilité qui pèse sur lui, et sur lui seul. Ça, c'est important aussi, lui seul. Parce que Schweitzer pense qu'à partir du moment où on délègue cette responsabilité à quelqu'un d'autre, on est coupable, on n'est plus éthique.
Donc, ce quelqu'un d'autre, déléguer sa responsabilité, ça peut être la déléguer à une instance donc supra-individuelle qui peut être la loi, une institution, une norme, tout ce qui, en fait, nous dicte ce que l'on doit faire. Et Schweitzer n'aimait pas ça, d'avoir des règles. Certains ont considéré ça comme une faiblesse de son éthique. Il dit oui, le respect de la vie, et après, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est quoi les règles? Il n'y a pas de règles chez Schweitzer. Et justement, il ne voulait pas de ces règles, parce que les règles sont une instance supra-individuelle qui vont empêcher l'individu de réfléchir par lui-même, de prendre conscience par lui-même de ce qu'il est en train de faire. Et les règles favorisent plutôt l'endormissement, le fait de se décharger. Voilà, c'est pas moi qui fais, c'est la règle qui dit que je peux le faire. Donc, l'homme ne peut pas, dans ces conditions, se perfectionner éthiquement. Il doit chercher. L'éthique du respect de la vie appelle chacun à déterminer lui-même ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Donc c'est ce qu'il appelle ici les éthiques relatives. Donc ce sont toutes les éthiques qui proposent des règles, qui proposent des normes, qui proposent des espèces de recettes qui vont permettre aux individus de se décharger un petit peu du poids de leurs responsabilités. Et il dit bien que l'éthique du respect de la vie est une éthique absolue qui n'admet pas ces éthiques relatives, qui ne les admet pas comme valables. Pourquoi aussi cette absence de règles? Parce qu'il estime, alors comme il le dit dans la citation, deux cas ne se représentent jamais de la même façon. Lui, par exemple, disait que quand il était au Gabon, quand un moustique se posait sur son bras, il le tuait, parce qu'il peut être vecteur de maladies très dangereuses, voire mortelles. Mais lorsqu'il est en Europe, il ne fait pas ce geste. Il ne tue pas le moustique, parce qu'en Europe, il y a très peu de risques de mettre sa vie en danger à cause d'un moustique. Ça peut être un petit peu changé. Ouais. Donc, ce qui veut dire par cet exemple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de règle qui nous dit « est-ce que j'ai le droit de tuer un moustique, oui ou non ?» Ça dépend. Donc c'est pour ça que c'est seulement l'individu dans sa situation qui est unique, qui est porteur de cette responsabilité. Donc en gros, l'éthique de Schweitzer, et c'est là qu'on voit l'influence du théologien, se résume à « tu ne tueras point ». Et il insiste bien sur le fait qu'il n'y a rien après, c'est « tu ne tueras point ». Il n'y a pas d'autre précision. D'ailleurs, on parle souvent d'éthique animale. Je pense aussi que Schweitzer n'aurait pas accepté cette expression même d'éthique animale, parce qu'on fait encore une distinction. Il y a une éthique pour les hommes et il y a une éthique pour les animaux. Pour Schweitzer, justement, il n'y a qu'une seule éthique, avec un grand E. Soit elle est complète, c'est-à-dire qu'elle intègre tous les êtres vivants, soit elle n'est pas complète et de ce fait n'est plus une éthique. Donc il y a l'éthique. Et il ne définit pas non plus ce qu'est la vie. Une autre difficulté dans l'œuvre de Schweitzer, respect de la vie, oui, mais on ne trouve très peu, ou alors de façon très vague, une définition de la vie. Mais là encore, c'est pour que les gens ne s'endorment pas sur des définitions toutes faites et qu'ils soient amenés toujours à se réinterroger. C'est pas du tout une faiblesse, en fait, cette absence de règles ou de définition de la vie, parce que pour Schweitzer, finalement, cette absence de définition va créer un manque chez l'individu, et ce manque va automatiquement générer le questionnement. Et ce questionnement est pour lui la condition fondamentale de l'éthique. Pas d'avoir des réponses toutes faites, mais d'avoir en permanence des questionnements. Alors pour parler un petit peu de l'éthologie,
Pour revenir plus précisément sur la question de l'animal, parce que là, ce que j'ai dit jusque-là peut tout à fait aussi s'appliquer aux végétaux. Donc déjà, quand on parle de ce paradigme de la rupture entre l'homme et l'animal, qu'est-ce qu'il y a philosophiquement derrière ? C'est évidemment aussi cette rupture entre nature et culture. Alors la nature, c'est le règne qui est régi par des lois immuables. Les animaux font partie de la nature. C'est-à-dire que ces animaux sont soumis à des lois naturelles, qu'il ne peut lui-même pas décider de changer, selon sa volonté. Autrement dit, il est dirigé comme une marionnette par des instincts rigides. Donc, l'animal, en fait, ne fait rien d'autre que ce que lui dictent ses instincts, sa nature. Il n'a pas de liberté. Dans le règne de la culture, dans lequel on trouve uniquement l'homme, qui est aussi le règne de la liberté. Donc l'humanité, elle, est libre, elle est intelligente, elle a une volonté. L'homme est capable de contrôler ses comportements, de décider consciemment du but et du déroulement de ses comportements, de pouvoir se proposer une finalité et de modifier ses comportements en fonction de cette finalité. Il est libre. Mais quand on fait cette rupture entre nature et culture et quand on rejette les animaux du côté de la nature, automatiquement, on ne perçoit plus ces animaux comme étant capables de liberté. Et on ne veut pas non plus que ces animaux pénètrent dans le règne de la liberté qui est réservé à l'homme. C'est ce qui explique aussi tout simplement déjà cette existence de deux concepts, intelligence et instinct. Ces deux concepts qui sont extrêmement anciens, et quand on a commencé à parler d'instinct chez les animaux, personne ne savait ce que c'était, personne n'a jamais vu ce que c'était un instinct. C'est une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose de palpable, c'est juste que le comportement de l'animal ne peut pas s'expliquer par l'intelligence. C'est le comportement humain qui s'explique par l'intelligence. Et donc, il nous faut quelque chose d'autre pour expliquer le comportement animal. Et puis, alors donc, on invente comme ça des concepts, des espèces de forces mystérieuses que personne n'a jamais vues. Et on aboutit à l'instinct. Sauf que cette rupture, évidemment, aussi entre instinct et intelligence est en train de tomber, est déjà tombée. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre un Albert Schweitzer et un Konrad Lorenz. Je ne sais pas si vous voyez qui est Konrad Lorenz, le fondateur de l'éthologie, qui vivait un peu à la manière de Schweitzer, c'est-à-dire qu'il a décidé, lui en tant que scientifique du comportement animal, de délaisser le laboratoire et de vivre parmi ces animaux en leur donnant des noms, en pataugeant avec eux, en créant des liens, ce qui était critiqué par la communauté scientifique de l'époque, qui estimait que ces résultats ne pouvaient pas être scientifiques, ne pouvaient pas être objectifs, parce qu'ils se mêlaient trop à la vie de ces animaux. En fait, le fait qu'ils soient en interaction avec les animaux perturbe le comportement animal, modifie le comportement animal, et donc les résultats ont moins de validité scientifique. Lorenz était à l'opposé de tout ça. Il considérait que justement pour qu'un résultat scientifique concernant le comportement animal soit valable, il faut établir cette relation avec eux, il faut aimer les animaux, il faut vivre avec les animaux, il faut être extrêmement patient et il faut avoir établi avec eux une intimité sur de très longues années, jusqu'à ce qu'enfin on puisse avoir non pas des réponses, mais seulement une question, la bonne question qui est à poser à l'animal. Il faut déjà bien le connaître pour savoir quelle est la question que je veux lui poser. Donc Schweitzer, dans son hôpital, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est aussi amusé. Enfin, amusé, c'était quand même quelque chose de très sérieux. Et il y a un certain nombre de textes où il décrit des comportements. Et alors, pour l'époque, c'est une façon
complètement originale de décrire un comportement animal. Alors, par exemple, il écrit à propos d'un perroquet. Il avait un perroquet qui s'appelait Coutécou et qui imitait et qui faisait des farces parce qu'il imitait les voix de telle ou telle infirmière. Il faisait courir les gens, parfois pour rien. Et quand il était un peu tard le soir, il grattait le sol pour indiquer à Schweitzer qu'il est l'heure de se coucher et lui disait en alsacien, pour un perroquet gabonais, c'est pas mal, il lui disait en alsacien « Bonne nuit, docteur Schweitzer ». Et donc Schweitzer dit « Habituellement, nous croyons qu'un perroquet répète sans comprendre. Cela peut être le cas de l'animal que la détention continuelle en cage abétit. Mais chez le perroquet qui vit en Afrique comme compagnon libre, je remarque, à mon plus grand étonnement, qu'il ne dit que ce qui a vraiment un sens. » Il parle aussi de la personnalité chez des antilopes. Ce passage est pas mal non plus, en se remettant dans le contexte de l'époque. Leur caractère était très différent. Il parle de 2 antilopes. Antilopeli était un parfait égoïste. Samba, qui en liberté avait appris ce qu'était la lutte pour l'existence, avait un bon cœur. La différence de caractère se dessinait également dans la différence d'expression de leur visage. Alors, c'est des citations tout à fait étonnantes, parce qu'à l'époque où Schweitzer les formule, l'accès au sens chez le perroquet n'est réservé qu'à l'humain. Alors qu'ici, le perroquet dit ce qui a un sens, c'est-à-dire qu'il utilise des concepts abstraits dans des situations qui sont appropriées. Et le visage, ça aussi c'est étonnant, il n'est réservé qu'à l'humain, surtout lorsqu'il exprime une personnalité. L'éthologie a longtemps considéré que tous les individus de la même espèce ont un répertoire identique de comportements. C'est normal quand on explique ce comportement par l'instinct, par quelque chose que dicte la nature, c'est quelque chose qui est toujours identique. Donc l'animal, en fait, a un répertoire de comportements qui surviennent à des stimuli identiques, presque à la manière de réflexe, donc de façon automatique, sans intelligence. Alors que la personnalité indique que les individus ont une histoire différente. C'est ce qu'il dit à propos de ces 2 antilopes. Leurs 2 histoires différentes fait qu'elles ont des caractères différents. Donc, un animal peut tout à fait moduler son comportement en fonction de ce qu'il comprend en tant qu'individu, de la situation présente. Alors que le sens, le visage, la personnalité sont entrés très récemment dans l'éthologie animale. Alors la question, c'est pourquoi ça dérange. Déjà que Schweitzer essaye de faire tomber cette frontière entre l'homme et l'animal, qu'il parle de personnalité, qu'il parle de sens chez le perroquet. Il faut savoir que là, ça ne se voit pas, et aujourd'hui, ça paraît peut-être... on n'est plus dans le même contexte, mais il était sujet de moquerie à l'époque quand il disait ça. Les gens ne comprenaient pas qu'il faisait appel à de tels concepts pour parler de ces animaux. Alors, pourquoi est-ce que ça dérange ? Lorenz dérangé, Schweitzer dérangé, et ils sont très similaires. C'est vrai que Schweitzer va faire de cette phrase « je suis vie qui veut vivre, entourée de vie qui veut vivre » le point de départ de son éthique. Alors que chez Lorenz, c'est la même chose, le fait d'être un vivant, accepter d'être un vivant parmi les autres vivants, sans qu'il y ait cette frontière. Chez Lorenz, ça va être le point de départ aussi épistémologique de son activité scientifique. Et ça dérange parce qu'évidemment, ça vient perturber cette sacro-sainte séparation entre d'un côté la nature et de l'autre la culture.
la nature, les lois immuables, la culture, règne de la liberté. Donc il faut choisir. Et dire qu'un animal a une histoire, qu'il peut faire des choix, qu'il a une personnalité, qu'il dit ce qui a du sens, évidemment, automatiquement, et on le perçoit même inconsciemment, ça fait rentrer les animaux dans ce règne de la liberté. Et ça brouille les frontières. Et à partir du moment où on brouille cette frontière, c'était le cas de Schweitzer, c'est toujours le cas 100 ans après, on s'attire les foudres de beaucoup de personnes. Et bon, j'ai l'impression de prêcher un peu à des convaincus, mais il y a évidemment, ce n'est pas pour rien qu'on ne veut pas déplacer cette frontière, qu'on ne veut pas la brouiller, qu'on ne veut surtout pas y toucher. Puisque, évidemment, à partir du moment où elle devient floue, il y a tout qui est remis en question. Ça veut dire qu'il faut totalement refaire ce travail de définition de l'humanité, qui est le résultat de plusieurs millénaires de définition. Déjà, c'est un peu de la paresse, c'est extrêmement fatigant de remettre en question, de revenir sur des millénaires de définition, mais il y a un moment donné où il en va de notre dignité, et parfois cette remise en cause est nécessaire, et il va de soi qu'aujourd'hui, et ça allait déjà de soi pour Albert Schweitzer, et en fait ça allait déjà de soi pour certains penseurs de l'Antiquité, c'est pas du tout une question récente. D'où la question aussi, pourquoi on n'y est toujours pas arrivé. Alors en conclusion, puisque ce colloque quand même veut interroger, veut se demander qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Alors, il y a des débuts de réponse chez Schweitzer, même si le développement de son éthique du respect de la vie est théorique. Enfin, dans sa vie, il y a des réponses, mais je n'ai pas le temps de revenir sur tous les exemples. Mais alors pour lui, évidemment, ce qui compte aussi, mais ça c'est plus du tout original, c'est l'éducation. Ça passe évidemment par l'éducation des enfants. Mais quelle éducation ? Alors il écrit par exemple dans un sermon à Strasbourg, si vous sortez avec des enfants dans la nature, ne leur permettez pas de cueillir des fleurs dès la première heure et comme machinalement. Apprenez-leur au contraire, et très tôt, à considérer et respecter toute vie. Ils seront saisis par la puissance du mystère, et un jour ils vous remercieront d'avoir su éveiller en eux le grand motif dramatique du respect de la vie. Donc, c'est volontairement qu'il choisit ces exemples. Cueillir une fleur, alors manger un végétal, ça apparaît quand même une nécessité, mais Schweitzer aussi, par exemple, il ne fallait pas lui offrir un bouquet de fleurs. Évidemment, il mangeait des végétaux, mais un bouquet de fleurs n'est pas quelque chose de nécessaire. Un arbre de Noël n'est pas quelque chose de nécessaire. Au Gabon, il prenait un palmier pour les fêtes de Noël qui était dans un pot avec ses racines et qu'il allait replanter ensuite parce que ce n'est pas une nécessité de tuer un arbre juste pour une fête. Donc, même si évidemment cet absolu du respect de toute vie, on sait très bien qu'on n'arrivera pas à se passer complètement de tuer des animaux, et là je parle même des tout petits animaux et des végétaux. Parce qu'un régime à base de cailloux, ça va quand même être un petit peu difficile. Mais chez Schweitzer, c'est pas le problème d'atteindre cet absolu, c'est une question d'attitude. Et chez l'enfant, en fait, qui a déjà cette attitude, c'est un être vivant, même quand il s'agit d'un brin d'herbe, je ne peux pas décider d'endommager cette vie s'il n'y a pas de nécessité. Et c'est quelque chose que les enfants comprennent très facilement. Et c'est vrai, il a raison, si on le fait très tôt, on arrive à obtenir cette attitude qu'ils arriveront après à reporter dans tous les domaines de leur vie. Et seconde action concrète, écouter la musique de Jean-Sébastien Bach. Pour Schweitzer, la musique en général améliore l'éthique en l'homme, et plus particulièrement la musique de Bach. Voilà, je vous remercie. Merci.
Je prie juste les personnes qui ont pensé qu'elles pourraient encore s'exprimer tout à l'heure de bien vouloir m'excuser. Je croyais moi-même qu'on aurait le temps. Ça n'a pas été le cas, donc ça sera possible lors de la pause directement auprès de Sébastien si vous arrivez à trouver le temps. Merci. Et nous avons maintenant un quart d'heure, 15 minutes pour échanger suite à la conférence qui vient d'être dite. Alors je regarde vos doigts, on a une première question là. On va prendre 3 par 3 comme ça, 1, 2, troisième là-bas. Oui, comme je voudrais me mettre du côté de la nécessité, une nécessité de gérer, de reconnaître quelque chose qu'on peut appeler écosystème. Et je crois que, j'aimerais bien savoir si Albert Schweitzer a déjà une réflexion qui va dans ce sens-là. Parce que quand on me dit, voilà une éthique, on ne va plus manger d'animaux, je me dis quand même que vont devenir nos prairies. Alors je veux bien des chevaux de loisirs, peut-être des vaches de loisirs, peut-être qu'on va méthaniser de l'herbe, mais bon, on a quand même des zones herbagères, des montagnes, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de cette herbe? Et je pense qu'au niveau mondial, on ne peut pas tirer un trait là-dessus et dire, voilà, on va manger plus rien. D'un autre côté, donc, je me place du côté de la nécessité. Je continue dans le côté de la nécessité et de la responsabilité, et je pense aux éleveurs qui actuellement voudraient avoir le droit de tuer un animal à la ferme en l'absence de tout stress et de souffrance. Et je vois aussi des possibilités qui ne sont pas mises en œuvre, mais des possibilités qui existent, qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre d'une utopie, c'est de respecter les liens des animaux tout en respectant l'écosystème, et notamment les prairies. Et donc, est-ce que Albert Schweitzer a une réflexion dans ce sens? C'était vous, la deuxième? Je voudrais rajouter une petite anecdote par rapport à Jean-Sébastien Bach, à savoir qu'on a déjà fait écouter, puisque là, donc, on disait bien que Albert Schweitzer parlait aussi bien du monde végétal qu'animal, et on a déjà fait écouter de la musique de Jean-Sébastien Bach, de Ravi Shankar, à des plantes, à des animaux, et sur les plantes, c'est très très visible, parce que quand on leur refait écouter cette musique-là, elle s'enroule autour de l'appareil d'émission de musique, alors que si on leur fait écouter d'autres musiques, et notamment du heavy metal, qui peut peut-être être marrant pour s'amuser, je dis pas, elle fuit, c'est-à-dire qu'elle pousse à angle droit à partir du point d'émission. Donc c'est ça pour les chercheurs qui ont fait ces études-là. C'est pour eux la preuve qu'il y a dans la musique de Jean-Sébastien Bach et de Ravi Shankar une espèce de mode qui correspond donc à une espèce de cryptage biologique qui correspond justement à la vie, à une essence de la vie. Il n'explique pas plus que ça non plus. Et sinon, ma question c'était est-ce que vous avez la référence d'une lettre? Je sais que moi, on me l'avait postée, mais il y a longtemps, et du coup, je ne l'ai plus retrouvée depuis. Je sais qu'il avait écrit à une amie, aussi vers la fin de sa vie, où il disait que, enfin, peut-être pas mot à mot, il disait que, évidemment, le fait de devenir végétarien, c'était la mise en application de sa réflexion. Est-ce que vous avez la référence de cette lettre? Il me semble qu'elle s'appelait Annie quelque chose. Et moi, j'aurais bien aimé la retrouver, cette référence. Bon, voilà. Alors, de mémoire, non. Bon, il faut savoir qu'il existe jusqu'à 150 000 lettres de Schweitzer. On pourra rechercher dans les archives. Non, de mémoire, comme ça ne me dit rien du tout. Désolée. Pour les plantes et la musique de Bach, je les comprends. Et la question d'Anne Vonnesch. Alors on dit souvent que Schweitzer c'est un précurseur de l'écologie. Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que j'ai énoncées, il y a cette recherche de vivre en harmonie et dans le respect avec tous les êtres vivants qui nous entourent. En même temps, une pensée écologique telle que vous l'évoquez, il n'y a pas vraiment de réflexion, mais je pense que
Schweitzer vient quand même d'un milieu paysan et il a ce bon sens paysan. Je pense que c'était quelque chose d'assez évident pour lui. Ce que vous dites, le fait que les choses par nécessité doivent se réguler. D'ailleurs, il n'était pas végétarien. Mais non, il n'y a pas de réflexion vraiment construite chez Albert Schweitzer sur l'écologie telle que vous l'entendez. Mais c'est pas vraiment une question d'écologie. Je sais qu'il y a cette anecdote où dans son hôpital, il y a eu une portée de chatons qu'il a dû sacrifier. Et il l'a fait. Il a pris tous les chatons et n'ayant pas d'autre méthode, il a tapé la tête des chatons contre l'arbre pour que ce soit vraiment le plus rapide possible. Mais en même temps, il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de le faire. C'est pas vraiment de l'écologie, ça. Là, mais quand même, il y a déjà, c'est un peu cette idée que... De toute façon, c'est contenu dans son principe du respect de la vie, puisqu'il dit lui-même « Je ne peux sauver un être vivant qu'au détriment d'un autre ». La plupart du temps. Par exemple, quand il soignait ses malades, et quand il regardait dans son microscope et qu'il voyait toutes ces bactéries, il se demandait qu'est-ce qui me donne le droit de sacrifier ces millions de vies bactériennes pour une vie humaine. Alors, il choisissait quand même la vie humaine. Après, c'est une question de compassion et qu'est-ce que nous dicte notre empathie, qui n'est pas la même face à toutes les espèces. Il a aussi sauvé un pélican, et dès qu'il avait sauvé son pélican, qui est devenu un très bon ami, il s'est dit, j'ai sauvé un pélican de la mort, mais maintenant je suis obligé de pêcher des poissons pour le nourrir. Donc pourquoi j'ai choisi de sauver la vie du pélican plutôt que celle des poissons? Et en fait, Schweitzer, c'est ça, c'est un questionnement perpétuel. Il n'y a aucun acte qui est parfait. Et c'est là aussi, c'est pour ça qu'il dit, il n'y a que l'individu qui peut assumer la responsabilité de ce choix. Quelqu'un d'autre que lui aurait peut-être sacrifié le pélican au profit des poissons. On ne peut pas décider lequel des deux a raison. Et ça rejoint un peu votre question dans le sens où, évidemment, il admettait que l'homme est un animal parmi d'autres et qu'en tant qu'animal parmi d'autres, il n'existe pas de comportement parfait ou de... Je ne sais pas si ça répond vraiment... Je voulais juste dire qu'en parallèle avec L214 et Sébastien Arzac, Schweitzer, dans les années 50, il parlait déjà des conditions de vie des animaux dans les abattoirs. À Strasbourg, il était allé sur place pour voir comment ça se passait. Et il a été horrifié de voir tout ça. Il en a parlé dans des sermons dans les années 50. Voilà. Oui, il a parlé beaucoup de choses. Il a beaucoup parlé des chevaux aussi. Des chevaux qu'on utilisait, par exemple, pour des travaux de chemin de fer. Il a parlé aussi de la corrida. Il a parlé de beaucoup de comportements, de modes d'exploitation de l'animal. Il a déjà parlé aussi de l'expérimentation sur les animaux, en disant que quand l'expérimentation était nécessaire, qu'il fallait le faire en infligeant le moins de souffrance possible. Et il dénonçait le fait que, par exemple, dans les salles de classe, on fasse des dissections de grenouilles uniquement pour vérifier des résultats que l'on connaît déjà. Donc, sacrifier, expérimenter sur un animal pour des traitements, pour des nouveaux traitements pour les hommes, il l'admettait à la rigueur comme une nécessité, mais des dissections faites dans les salles de classe... On va prendre un dernier round de 3 questions et puis on écoutera vos 3 réponses. Donc, comme il s'agit d'un auteur chrétien et que je vois que la démarche vient un peu de ce milieu-là, je me permets de poser une question qui m'interroge depuis très longtemps. Comment fait-il, Schweitzer, pour concilier 2 énoncés qui, dans mon esprit, semblent très souvent contradictoires, qui est la question qui est fondamentale pour le christianisme du propre de l'homme,
c'est-à-dire l'homme c'est toujours une créature d'exception. Concilier cela avec justement le respect pour les animaux. L'homme est, dans le christianisme, a l'apanage, c'est-à-dire l'âme. Dès qu'on parle de l'âme, c'est évident que c'est l'homme. Les animaux n'ont pas d'âme, ou s'ils l'ont, au mieux, ça se corrompt ici-bas. Je dis ça parce que ça peut sembler très spéculatif, mais qu'on soit croyant ou pas, le christianisme c'est quand même une culture ambiante dans nos cultures, et je peux avoir parfaitement des amis athées qui tout de suite ont le réflexe atavique de penser que l'âme n'appartient qu'à l'homme, et que les animaux sont des biens consommables du moment où l'homme est le seul qui a une vie digne d'être vécue. Donc c'est quand même un réflexe culturel que tous avons, et c'est très souvent de ces contrées-là qui viennent les remarques et les moqueries auxquelles je suis assujettie à chaque fois que je suis végétarienne. Et est-ce que c'est quand même, ça joue un rôle très important. C'est une mentalité occidentale qui est profondément liée au christianisme, cette idée, le propre de l'homme. C'est un peu comment il fait pour concilier cela. Encore 2 questions. Donc il y avait... moi, c'était juste pour revenir sur ce que vous avez dit. Donc, vous avez dit que Albert Schweitzer n'aurait pas accepté le terme d'éthique animale. Donc, je voulais savoir est-ce que pour Albert Schweitzer, l'homme était un animal ou pas. Et ma deuxième question, ça portait sur... ça revient un peu sur la question précédente, sur le propre de l'homme. En fait, j'aimerais bien savoir si... parce que vous avez dit qu'il avait brouillé les frontières en disant que il avait accordé aux animaux une certaine capacité intellectuelle. Donc je voulais savoir aussi s'il avait parlé de leurs points communs, par exemple des réflexions en termes de sensibilité. Voilà. Oui, j'aimerais bien m'adresser à la spécialiste d'Albert Schweitzer que vous êtes, et je vais poser la même question à Jacques Fortier lors de sa présentation du livre qui évoque Albert Schweitzer. Est-ce que la pensée schweizerienne aurait été la même s'il n'était pas parti en Afrique en 1913 ? Enfin là, en ce qui concerne l'éthique animale, terme qu'il aurait peut-être récusé, mais bon, voilà, merci. Alors merci, parce que c'est 3 questions qui vont bien ensemble. Je ne sais pas si je vais répondre dans l'ordre, il faudra peut-être m'aider un petit peu. Pour le propre de l'homme, oui, il y a chez Schweitzer, il reste toujours un propre de l'homme. Mais je dirais, il y a un propre de l'orang-outan, il y a un propre de la fourmi. Il y a le propre de l'homme chez Schweitzer, c'est pas en termes d'intelligence, de sensibilité, je pense que c'est en termes de responsabilité. C'est le concept important chez Schweitzer. Je pense que ce qu'il distinguait comme étant le propre de l'homme, c'est qu'il est peut-être le seul à prendre en charge le devenir de l'ensemble des êtres vivants. Et qu'ayant cette responsabilité, il devait la prendre. Il y a peut-être là quand même un propre de l'homme qui est extrêmement intéressant, extrêmement important. J'ai répondu ? Il y avait encore la question du jeune homme. Oui, pour répondre encore à votre question, pour la religion, comme je disais dans la citation, il a dit qu'il était un hérétique. C'est déjà une question. Et je me souviens plus de la question du jeune homme, la première. Ah oui, oui. Oui, sur cette expression d'éthique animale. Oui, justement, l'homme, même si c'est un animal un peu particulier, c'est un animal comme les autres. Alors, quant à l'expression éthique animale, ça n'engage que moi. Schweitzer ne connaissait pas du tout cette expression. Mais vu sa réflexion, je suppose qu'il n'y aurait eu pour lui aucun intérêt, comme l'homme est un animal, de parler spécifiquement d'éthique animale. Pour répondre à la question sur l'Afrique, alors ça, j'en suis persuadée également. Il y a évidemment une influence de cette culture animiste, et ça rejoint la question sur l'âme.
j'ai pas de référence en tête sur une réflexion de Schweitzer de l'âme précisément chez les animaux, de sensibilité, oui, d'intelligence, mais c'est vrai qu'il a quand même passé 52 ans, enfin 35 si on enlève ses retours en Europe, 35 ans au Gabon, donc au milieu de gens pour qui c'est une évidence que tout a une âme, même les minéraux. Donc évidemment, et s'il a formulé son éthique sur le fleuve Ogooué au Gabon en 1915, même s'il emploie l'expression déjà un petit peu avant, mais il a choisi de la faire naître sur l'Ogooué en 1915, bien sûr qu'il y a une très grande influence. Et oui, l'éthique de Schweitzer n'aurait pas été celle qu'elle est sans l'Afrique. Mais je pense qu'on peut dire ça à propos de n'importe qui écrit sur n'importe quoi. L'environnement, enfin tout nous influence. Ça, c'est ce que je pense. Merci à Ginny Litzenmann pour son intervention brillante.